Plaisir d'être ici, en Tunisie, avec vous et de pouvoir partager quelques idées à propos des prothèses unicompartimentales. Je n'ai pas de conflit d'intérêt très particulier avec cette présentation, si ce n'est que j'ai quelques liens avec les sociétés autrefois Tornier et Amplitude. Alors quand on parle de prothèses unicompartimentales, on peut s'intéresser au dessin des prothèses. Je ne voudrais pas dire trop de mots à ce sujet, mais juste quelques rappels assez simples. Tout d'abord, il y a des prothèses où il y a plusieurs rayons de courbure, et puis des prothèses avec un seul rayon de courbure, comme par exemple la prothèse Oxford. Ce qui est important aussi, c'est que lorsque l'on réalise une prothèse unicompartimentale, l'objectif est de compenser l'usure et de resurfacer, ou en tout cas de réaliser la mise en place d'une prothèse avec relativement peu de coupe osseuse et de ne pas changer l'anatomie ni la cinématique des ligaments qui sont autour. On essaye de restaurer l'anatomie originelle. Alors cet implant, d'abord l'implant fémoral, il doit avoir un certain nombre de conditions. Il ne doit pas avoir de suprastructure, en particulier antérieure, et ne pas générer de conflit avec la rotule. Et puis un deuxième élément qui est important, c'est qu'à la partie postérieure, il doit comporter une certaine angulation qui ne va pas limiter d'une part la flexion et d'autre part générer trop de contraintes en flexion. Alors ces implants fémoraux, ils peuvent être des implants dits de resurfaçage, comme vous le voyez ici, assez minces, sans coupe osseuse distale. Et puis c'est possible aussi d'avoir des prothèses à coupe. Et vous voyez ici que finalement le dessin externe articulaire de l'implant est le même, c'est simplement la box, la cage interne qui est différente. L'implant tibial, il peut être de différentes natures, en polyéthylène, ou bien ça peut être un implant avec un metal back. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant et ce qui nous avait préoccupé, c'est un petit peu le dessin de ces implants tibiaux. Et Elvire Servien, dans le service, avait fait une étude où elle avait bien montré que finalement, il y a souvent un débord médiolatéral de l'implant. En fait, cet implant, il est trop court dans le sens antéro-postérieur et un peu large dans le sens médiolatéral. Mais ceci n'est pas propre aux implants qu'on utilise. Vous voyez ici, quand on a étudié différents types d'implants, c'est quelque chose qui est assez constant. Et finalement, il y a des implants qui sont mieux dessinés pour le compartiment externe du genou, et il y a d'autres implants qui sont mieux dessinés pour le compartiment interne du genou en ce qui concerne le tibia. Donc ce ratio AP-ML, il est important selon le type de compartiment qu'on souhaite resurfacer. Alors sur la technique, je ne voudrais pas insister trop longtemps parce que c'est variable selon le type de prothèse qu'on utilise. La première chose, c'est que vous voyez, une fois qu'on a réalisé la coupe tibiale et qu'on met un plateau d'essai, ce plateau d'essai sans aucune fixation, il doit être stable déjà. Donc ça, c'est un élément qui est important. Il ne faut pas qu'on ait d'effet open book ou d'autres conflits. Deuxième chose qui est importante, c'est qu'à la fin d'une intervention, il doit y avoir une petite laxité résiduelle. Et cette laxité résiduelle, elle doit être un petit peu plus importante du côté externe que du côté interne. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est essentiel. Vous voyez ici, c'est une prothèse cimentée avec un full poly. Et puis, enfin, une fois qu'on a réalisé la prothèse, et cimenter cette prothèse, eh bien, on s'assure qu'il y a une bonne flexion, que tout est bien stable et qu'il n'y a pas de conflit. Donc, il y a différentes étapes qu'il faut respecter au cours de la chirurgie et qui sont essentielles. Alors, on peut utiliser des prothèses de resurfaçage, c'est celle que vous avez vue sur les images précédentes. On peut aussi avoir des prothèses à coupe qui présentent l'avantage de probablement mieux respecter l'interligne articulaire, en particulier lorsqu'il s'agit du compartiment interne. Les points importants quand on parle des techniques chirurgicales sont les suivants pour nous. D'abord, quand on fait une prothèse unie interne, il faut faire un abord médial, et quand on fait une unie externe, il faut faire un abord latéral. Ça peut vous paraître un peu simpliste, mais sachez que des chirurgiens excellents comme Goodfellow mettaient les prothèses externes par voie interne. Donc ce n'est pas quelque chose qui était si répandu encore il y a une vingtaine d'années. La deuxième chose, c'est
on réalise la coupe tibiale première pour nous, puis la coupe fémorale, et celle-ci est indépendante. Il y a toujours une période où il faut utiliser les essais, il faut avoir une très bonne stabilité primaire avec ces essais. D'autre part, il faut ne jamais hyper-corriger, et l'hypercorrection, elle existe non seulement quand le genou est en extension, mais aussi, et c'est moins connu, quand le genou est en flexion. Et il y a beaucoup de détérioration du compartiment opposé qui se produisent à distance de l'intervention par des contraintes excessives aussi en flexion. D'où l'importance de ce dessin particulier de l'implant lorsqu'il est en flexion. Si vous regardez, même dans les stands ici, vous verrez que malheureusement, il y a des implants fémoraux avec une angulation inversée dans la partie postérieure. Ensuite, quand on réalise une prothèse unie externe, on pense, et on y reviendra, que c'est important de réaliser une facétectomie externe, souvent quand il y a un ostéophyte d'une part, et puis d'autre part, on le fait de façon même régulière parce que ça facilite l'abord et ça évite les complications secondaires fémoro-patellaires. Et bien sûr, il ne faut pas faire de libération ligamentaire, on en a déjà parlé. Lors des Journées du genou de 1991, qu'on avait organisées avec Henri Dejour, quand j'étais son assistant, Christophe Lévigne avait fait un travail à propos de l'axe épiphysaire ici. Et cet axe épiphysaire, il témoigne du fait que l'angulation est métaphysaire, elle ne se produit pas dans l'épiphyse, et en fait c'est une relative constante que la tangente au plateau tibial sain est perpendiculaire à cet axe épiphysaire. En fait, on a trouvé que c'était toujours 90 degrés, plus ou moins 2 degrés. Et c'est pour cela que lorsqu'on réalise une prothèse unicompartimentale, de manière à respecter l'anatomie constitutionnelle et respecter la déformation extra-articulaire, il faut positionner l'implant de cette manière, c'est-à-dire en s'alignant sur la tangente au compartiment sain et ne pas chercher à être perpendiculaire à l'axe mécanique. Si bien que dans le cadre des tibias droits, c'est relativement facile, puisque l'axe épiphysaire et l'axe mécanique sont confondus, et à ce moment-là, on peut positionner la prothèse très simplement. Lorsqu'il existe un tibia varus, eh bien, on a deux positions qui peuvent être discutées, celle-ci qui est alignée sur la tangente au compartiment sain, celle-ci qui est perpendiculaire à l'axe mécanique, et bien évidemment, il ne faut pas être perpendiculaire à l'axe mécanique, donc c'est le principe opposé aux prothèses totales du genou, où nous, on cherche à être strictement perpendiculaire à l'axe mécanique. Alors, quel est le patient idéal pour ce type d'indication? Eh bien, c'est un patient qui a des douleurs localisées sur l'interligne articulaire, qu'on cherche à remplacer. C'est ce que certains appellent le signe du doigt, de l'index. Le patient montre exactement où siège sa douleur. Le patient, il a une mobilité du genou qui est quasi normale, il n'y a pas de maladie inflammatoire. L'examen ligamentaire montre l'absence de lésions ligamentaires. La déformation est réductible. C'est un patient qui est relativement âgé et non obèse. Voilà le patient idéal. Vous voyez, ça c'est un patient, j'aimais bien ce patient parce qu'il avait 90 ans, il avait une jeune fiancée et il voulait absolument aller faire les courses à Paris, vous voyez, et c'était une très bonne indication du nid. Je l'ai revu après et il avait pu garder sa jeune fiancée. L'examen radiologique, il est très important. Je n'ai pas le temps de vous le détailler ici. Simplement, il y a des clichés qui sont essentiels. En particulier, le cliché en stress qui évalue la réductibilité de la déformation. En fait, ce cliché en stress, il donne une indication très exacte de ce que doit être le positionnement de la prothèse et quel va être l'alignement du membre inférieur une fois la prothèse implantée. Donc, cette radiographie, elle est tout à fait essentielle et il faut s'assurer d'une bonne réductibilité, sans hyper-réductibilité, lors de ce cliché en stress. La goniométrie aussi est un élément important parce qu'on a pu observer que si on voulait réaliser une prothèse unicompartimentale pour des patients qui avaient des déformations globales supérieures à 10 degrés, très souvent il restait une déformation résiduelle après l'intervention qui était excessive. Et en fait, ce n'est pas la déformation globale qu'il faudrait intégrer le plus, c'est la déformation strictement d'origine extra-articulaire. Quoi qu'il en soit, notre objectif, lorsqu'on réalise une prothèse unicompartimentale, est d'avoir une déformation post-opératoire qui est inférieure à 5 degrés. Et pour cela, il faut qu'au départ, il n'y ait pas de déformation constitutionnelle trop importante.
Il y a des contre-indications vraies, les maladies inflammatoires, lorsque l'arthrose aussi intéresse plusieurs compartiments. Et puis, pour nous, lorsqu'il existe des laxités, laxité antérieure ou laxité interne d'origine ligamentaire et non pas liée à l'usure articulaire. Alors ça, c'est assez schématique. Il y a le patient idéal, les vraies contre-indications, et entre les deux, il y a un certain nombre d'indications qui sont discutables ou discutées, et je voudrais vous donner mon point de vue sur ce sujet. Dans la littérature, il y a quelques éléments qui peuvent permettre d'étendre ces indications chirurgicales. Néanmoins, je vous encourage à essayer de suivre les recommandations suivantes. Alors, est-ce qu'on peut faire la préostéotomie? Je suis sûr que chacun d'entre vous a rencontré des succès dans cette situation ou qu'il a entendu des collègues vous expliquer que ça marchait bien. Néanmoins, lorsqu'on regarde la littérature, indiscutablement, il y a de moins bons résultats lorsqu'on réalise une prothèse unicompartimentale après ostéotomie tibiale de valgisation. Alors, d'aucuns vous diront que mais quand c'est une hypocorrection, ça reste une bonne indication, etc. À la fin, quand on regarde les chiffres, vous voyez, il y a simplement 66% des patients qui ont des bons résultats à 10 ans quand c'est réalisé après ostéotomie tibiale de valgisation. Qu'en est-il des patients qui présentent une laxité antérieure chronique? Est-ce qu'on peut faire une prothèse unie? Là encore, ça a été très bien étudié par Gérard Deschamps. Vous voyez que le taux de succès est moins important lorsque le patient présente une rupture du ligament croisé antérieur lorsqu'on réalise une prothèse unicompartimentale. Là encore, certains vous diront, on peut y associer une reconstruction du LCA, on peut changer la pente tibiale. C'est différent si c'est une arthrose sur laxité antérieure chronique ou si c'est une arthrose évoluée avec rupture récente du ligament. Quoi qu'il en soit, à la fin, les résultats sont moins bons et moi je vous déconseille de réaliser une prothèse unicompartimentale pour les patients qui présentent une laxité antérieure chronique. Vous voyez ici un patient qui avait sur le cliché en appui monopodal une discrète translation tibiale antérieure. Il a eu une prothèse unicompartimentale parfaitement réalisée, sans une pente tibiale excessive, et pourtant en appui monopodal, il a reproduit cette translation tibiale antérieure et il ne fait aucun doute qu'avec le temps, il va présenter douleur et dégradation de cette prothèse unie. L'uni et l'arthrose fémoro-patellaire, je sais que le groupe Oxford en Angleterre recommande la prothèse unicompartimentale dans presque toutes les situations, dit que l'articulation fémoro-patellaire importe peu. Néanmoins, je n'aime pas bien réaliser une prothèse unicompartimentale interne quand les patients ont des douleurs fémoro-patellaires internes importantes. C'est un peu différent pour l'arthrose externe et l'arthrose fémoro-patellaire externe parce qu'on peut y associer une facétectomie externe et on a pu rapporter dans la littérature d'excellents résultats quand on associe ces deux éléments. Ensuite, c'est important de ne pas proposer une prothèse unicompartimentale quand il y a des lésions articulaires du compartiment opposé, même modérées, et on a pu constater qu'effectivement ces patients pouvaient dégrader assez rapidement le côté opposé. Bien sûr, il faut chaque fois éviter une hypercorrection qui conduit à une détérioration rapide du compartiment opposé. Est-ce qu'on peut proposer une prothèse unicompartimentale quand il y a une ostéonécrose du condyle interne? On a cherché à étudier cette situation. Ceci a été aussi étudié par nos collègues de Marseille avec Sébastien Parat et Jean-Noël Argenson. Ils ont eu des résultats qui étaient assez voisins de ceux qu'on a pu rapporter. Et ma foi, l'ostéonécrose du condyle interne reste une très bonne indication pour la prothèse unicompartimentale interne. On observe peut-être un petit peu plus de liseré, mais les patients ont une excellente flexion après ce type d'intervention. Et je crois que c'est une situation dans laquelle on peut réaliser cette prothèse unicompartimentale. Juste à titre d'information, certains vous disent que c'est important de mesurer ou d'évaluer l'étendue de l'œdème du spongieux et quand ça atteint le compartiment opposé, il ne faut pas faire d'unicompartimental. Moi, je ne fais jamais d'IRM, je ne fais pas de scintigraphie préopératoire et je pense que ça n'a absolument aucune importance puisque c'est le compartiment prothésé qui reste en charge et finalement ça protège l'autre compartiment et même s'il y a un œdème sur le compartiment opposé, ça n'a pas d'importance, on peut faire une prothèse unie.
Est-ce qu'on peut faire une prothèse unicompartimentale chez le sujet obèse? Là aussi, dans la littérature, il n'y a pas de consensus. Moi, je ne propose pas de prothèse unicompartimentale pour les patients qui pèsent plus de 80 kg. Alors certains s'intéressent au BMI davantage. Moi, je m'intéresse surtout au poids. Et quand le patient a un poids trop important, ça met trop de contraintes sur la prothèse. Et c'est aussi vrai pour les patients qui sont grands, finalement, qui n'ont pas un BMI très élevé, parce qu'il y a des bras de levier qui sont plus importants. Donc, quand le patient est trop lourd, pour nous, pas de prothèse unicompartimentale. Et sur ce diagramme, vous voyez aussi qu'il y a une détérioration plus rapide des résultats après uni chez les patients obèses que chez les patients non obèses. Alors, l'âge aussi, c'est un élément important. Dans la littérature, ce qui est le plus souvent discuté, c'est est-ce qu'on peut faire une prothèse unicompartimentale chez un sujet jeune, c'est-à-dire moins de 55 ans, par rapport à un sujet plus âgé. Vous voyez qu'ici, les résultats sont indiscutablement moins favorables pour le sujet jeune, qui a moins de 55 ans, que pour le sujet plus âgé. Ce n'est pas une contre-indication à faire une prothèse unicompartimentale chez le sujet jeune, mais c'est simplement lui donner l'information correcte, comme quoi il sera probablement nécessaire de le réopérer avant la fin de sa vie, ce qui n'est pas le cas pour un sujet plus âgé. Nous, on s'est aussi beaucoup intéressé aux patients très âgés, et vous voyez que dans la littérature, les résultats sont très intéressants pour les patients très âgés. Moi, j'aime beaucoup pratiquer une prothèse unicompartimentale pour un sujet qui a plus de 80 ans, s'il répond aux critères anatomiques requis, parce que, en général, l'implant va durer plus longtemps que lui-même. Donc, c'est une bonne indication, et les problèmes d'ostéoporose, en fait, ne se posent pas. Est-ce qu'il y a des différences selon le genre, selon le sexe? Est-ce que les résultats sont meilleurs chez l'homme ou chez la femme? Non, non, ce sont les mêmes. Il y a l'égalité, là, pour une fois, parfaite entre les deux genres. Et simplement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a observé, bien sûr, qu'il y avait besoin de tailles un peu différentes. Si bien que, en ce qui concerne les résultats, vous voyez ici, dans la littérature, et dans les idées que je voudrais plutôt défendre pour ma part, c'est que je pense qu'il faut mieux ne pas faire une prothèse unicompartimentale après ostéotomie tibiale sur les patients avec laxité antérieure. Les résultats peuvent être satisfaisants quand il y a une arthrose fémoro-patellaire si celle-ci est externe. Il faut faire les résultats dans le cadre des AFTE sont relativement bons pour nous. Après ostéonécrose, les résultats sont équivalents. Chez l'obèse, moins bon. Chez le sujet jeune, moins bon. Et indépendant du sexe. Donc, quand on pose cette indication, il faut d'abord choisir le genou. En fonction du stade de l'arthrose, on indiquera ou non une prothèse unie versus ostéotomie tibiale ou prothèse totale du genou. Donc, pas d'indication quand il y a une cupule très importante et une arthrose très sévère. On analyse la déformation et sa réductibilité. Il faut que la déformation soit réductible. Il faut que les ligaments soient de bonne qualité, et finalement c'est plutôt indiqué pour des patients qui ont de bonnes amplitudes articulaires et non pas par exemple un flexum sévère. Il faut aussi choisir le patient à qui on va faire cette prothèse, on va proposer cette prothèse unicompartimentale. En effet, il faut prendre en compte l'âge du patient, on l'a vu, mais aussi le résultat attendu en termes de fonction par le patient. Ce n'est pas la peine de proposer une prothèse unicompartimentale à un patient lourd qui n'a pas d'exigence, qui ne souhaite pas fléchir son genou de manière importante, et qui n'attend pas grand-chose finalement, si ce n'est marcher tranquillement. Le poids est important, l'état général peut influencer la décision, et c'est vrai que sur un patient qui a eu 3 infarctus, on pourrait peut-être étendre les indications d'unicompartimentale versus prothèse totale du genou. Les résultats, on s'est beaucoup intéressé à ces résultats, on les a rapportés notamment pour les prothèses avec un plateau tibial tout en polyéthylène, et puis on a rapporté aussi les résultats côté externe. Je vous montre quelques éléments des résultats rapportés. En violet, un petit peu foncé, ce sont les prothèses unies externes, et puis en bleu, plutôt les prothèses unies internes. Ça, c'était par année, c'était une étude relativement ancienne, celle-ci, avec un minimum de 5 ans, et on avait un recul moyen de 74 mois. Alors on a étudié le positionnement. Alors vous voyez, dans les prothèses unies internes, on les laisse un peu en varus. Alors celle-ci est particulièrement mal positionnée, c'est pour ça que je l'ai mis. Et dans les unies externes, on a un discret valgus. On s'est intéressé donc à ce positionnement dans le plan frontal
pour essayer de détecter les erreurs qu'on pouvait avoir. On a cherché à analyser aussi la pente tibiale. On a pu montrer que la pente tibiale moyenne qu'on avait était de l'ordre de 5 degrés, donc on cherche à reproduire une pente tibiale, mais pas trop importante. On s'est intéressé aussi au positionnement de l'implant fémoral dans le plan sagittal. On a pu observer qu'on avait un peu plus de flexum en général dans les prothèses unicompartimentales externes que prothèses uni-internes. Et on s'est intéressé aussi à la rotation de l'implant fémoral, qui est un petit peu plus marquée dans les prothèses uni-externes qu'en dans les prothèses internes. Bref, on a cherché à vraiment évaluer le positionnement de ces implants fémoraux et tibiaux et chercher à savoir si on avait des possibilités d'améliorer ce positionnement dans le temps. Sur le plan clinique, les résultats montrent qu'on a quand même une excellente flexion après ces interventions chirurgicales. Vous voyez, 130 degrés en moyenne. C'est très important si le patient veut faire la prière, s'il veut avoir certaines activités physiques comme le yoga. Et les scores fonction et les scores genoux sont aussi tout à fait satisfaisants. 92 pour le score genou, comme vous pouvez le voir, avec des flexions très bonnes. L'analyse des radiographies et des goniométries a permis d'évaluer le positionnement du grand axe fémorotibial. Alors ici c'est difficile puisque on ne peut pas dire que la valeur qui sera la bonne pour une uni interne c'est moins de 180 degrés. Ce qu'on peut dire c'est que la bonne valeur serait la valeur où on a une correction ou un axe final qui a respecté la déformation osseuse constitutionnelle. On a donc cherché à évaluer aussi l'axe fémorotibial par rapport au genou opposé non arthrosique. En fait, on n'est pas arrivé à démontrer et à trouver de choses extrêmement intéressantes par rapport à cet axe originel. On a observé un certain nombre de liserés, probablement du fait qu'on les voyait mieux quand on utilise des prothèses tout polyéthylène. On les a retrouvés dans presque 30% des cas, ces liserés, et ils sont non évolutifs, et finalement, il ne s'est pas été quelque chose qui nous a préoccupés, si ce n'est qu'on essaye de bien faire attention à la cimentation du plateau tibial en plaçant du ciment et sur l'os et sur l'implant. D'autre part, on n'a pas eu à réopérer des patients pour usure, en tout cas dans l'étude qui était présentée ici. Je crois que depuis, on en a réopéré un pour usure, qui était un patient assez jeune et qui avait un très long recul. Donc à 10 ans, pas de réintervention pour usure. On a réopéré un certain nombre de patients, un certain nombre de prothèses uni internes, un certain nombre de prothèses d'uni externes. Certaines ont été transformées en prothèses totales du genou. Pour un petit nombre de patients, on a réalisé une prothèse unicompartimentale sur le compartiment opposé, j'y reviendrai. On a été aussi amené à réaliser des arthroscopies pour des patients qui avaient des prothèses unicompartimentales douloureuses. Et très curieusement, en réalisant cette arthroscopie, assez souvent on a trouvé une petite cause, soit le mur méniscal résiduel dans le compartiment opéré était anormal et on a pu régulariser des fois une lésion méniscale du même côté et parfois une lésion méniscale sur le côté opposé. Quoi qu'il en soit, sur les patients opérés par arthroscopie, je crois que c'était 8 sur 9 avaient été améliorés par l'arthroscopie, donc c'est quelque chose que je vous soumets qui peut être proposé parfois. Et on a eu une infection dans les patients. Voilà notre courbe de survie à 10 ans. Vous voyez, ce n'est pas fameux, mais ce n'est pas mauvais non plus. Et c'est meilleur surtout du côté externe que du côté interne. Et dans cette étude, on avait 96% à 10 ans sur les unis externes pour 91% ou 90,5% pour les unis internes. Alors, les unis externes, on a cherché à essayer de suivre ça avec un petit peu plus de recul. Vous voyez ici, c'est les patients avec un recul entre 10 et 18 ans, 54 implants consécutifs. Ça veut dire que pour avoir de tels reculs, on les avait quand même mis il y a très longtemps, hein, ces prothèses unis externes. Vous voyez, de 88 à 2003, suivis régulièrement avec un recul de pratiquement 15 ans. Vous voyez, le taux de survie de l'implant, c'était 94% à 10 ans dans ce groupe de patients, 91,4% à 15 ans. Donc, il y a eu un certain nombre de reprises chirurgicales, transformation PTG, uni du compartiment opposé, et puis un patient avait dû être réopéré parce qu'il y avait eu un mauvais positionnement. Mais il n'y a pas eu de réopération pour usure dans la série, et pas de patients qui ont été réopérés pour la progression de l'arthrose fémoro-patellaire. Donc c'est des éléments qui sont importants. Les scores genoux, vous voyez, restent excellents et le score fonction est bon.
une excellente flexion aussi. Donc c'est une intervention qui marche bien, qui est intéressante et qu'on peut proposer assez régulièrement à ces patients. Comme ça marchait très bien, on a cherché à étendre les indications. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, pour un certain nombre de patients, il y avait une arthrose fémoro-patellaire externe associée. On a déjà indiqué que ça marchait bien si on faisait une facétectomie externe. On fait une facétectomie externe et une unie externe, et les résultats sont excellents, on les a rapportés. On a étendu les indications aussi pour des séquelles de fractures du plateau tibial externe ou des fractures condyliennes. On a rapporté les résultats en faisant une étude groupée avec l'équipe de Marseille. Et vous voyez ici, c'est un patient de 31 ans, 105 kg. Vous voyez l'état du genou, où on peut hésiter entre différentes interventions chirurgicales. On se dit au scanner que ce n'est pas possible de faire une unie. J'ai bien réfléchi avant, j'ai fait une unie en mettant une petite plaque console externe. Et vous voyez le résultat à 10 ans du patient. Alors il a un petit modelé, si vous regardez bien le fil métallique là, qui flue un peu. Malgré tout, il a un bon résultat. J'avais dû enlever la plaque entre-temps parce qu'il y avait une migration de la vis, comme vous pouvez le voir, et j'avais laissé les vis consoles dessous. Il était énorme ce patient, il a quand même 10 ans de recul, un bon résultat, et on pourra faire une prothèse totale assez facilement. Ces résultats, on les a rapportés dans le Clinical Orthopedics, vous trouverez tous les détails, mais ça reste une bonne indication. Et puis de temps en temps, on peut être amené aussi à faire une seconde unie, après une unie externe. Vous voyez ici l'exemple d'un patient qui a eu une première unie, il a abîmé le compartiment controlatéral, mais la première prothèse fonctionnait bien, était bien positionnée. On a là aussi rapporté les résultats. Et ce qui est intéressant, il dit que cette patiente qui avait 80 ans, 3 mois après l'unie interne, elle bouge son genou normalement, elle est repartie dans le désert, elle a récupéré très vite. C'est beaucoup plus facile de faire une seconde unie que de changer la prothèse unie externe pour une prothèse totale. Donc ça aussi, c'est une bonne indication. Donc, on a étendu nos indications d'unie externe du fait des excellents résultats et on continue à avoir d'excellents résultats dans ces indications étendues d'unie externe. Pour l'unie interne, je reste un petit peu plus réservé. Alors, quelles sont les directions futures ? Assez récemment, c'est-à-dire depuis 4 ans, on a introduit ce qu'on appelle la Blue Belt Technology avec le système Navio. On a eu la chance de pouvoir réaliser les premières en France et j'ai pu convaincre le groupe Smith & Nephew de racheter cette technologie. Et on a commencé à utiliser ce système de robotique pour les prothèses unico-compartimentales de manière à chercher à améliorer le positionnement des implants. Alors, est-ce qu'on a restitué un meilleur interligne articulaire, puisque c'est notre question, du fait qu'on avait un interligne articulaire qui n'était pas tout à fait respecté, surtout côté interne, peut-être du fait qu'on utilisait moins les prothèses à coupe, mais en tout cas, c'était un problème pour nous et on pense que ça peut expliquer cette courbe de survie inférieure. Alors, le système est assez simple, on utilise un système de navigation, on enregistre, on fait un bone morphing, la morphologie osseuse, et puis une fois cette morphologie osseuse enregistrée, eh bien une fraise permet de manière guidée d'enlever l'os nécessaire pour positionner au mieux l'implant et le positionner dans l'exacte position qui avait été souhaitée avant l'intervention chirurgicale sur les écrans télévision. Alors on a comparé 25 patients qu'on a implantés avec cette technologie Blue Belt et 25 patients sans robotique. On a cherché à mesurer la hauteur de cette interligne articulaire. Vous voyez ici un exemple au cours de l'intervention chirurgicale de ce qu'on réalise avec cet outil informatique. Et voilà ici un patient opéré dans le groupe robotique avec le même type d'implant. Ici, c'est que des implants de resurfaçage. Vous voyez qu'on a restitué l'interligne articulaire de façon satisfaisante, ce qui n'était pas le cas dans le groupe contrôle où l'interligne était manifestement abaissée. En moyenne, vous pouvez voir que lorsque la mesure a été réalisée par deux évaluateurs indépendants, dans le groupe robotique, on a restitué ou pratiquement la hauteur de l'interligne articulaire à 1 ou 2 mm près. Dans le groupe contrôle, la différence était plutôt de 5 mm. Ainsi, ce qu'on a pu conclure, c'est que pour ces patients qui avaient des implants de resurfaçage, en tout cas pour cela, d'utiliser la robotique permettait de mieux retrouver et de restaurer l'interligne articulaire. Alors on verra si ça a une influence dans le temps sur nos résultats et si les patients avec unie interne vont mieux dans le temps, mais c'est encourageant pour continuer dans la même voie.
Avec Sébastien Lustig, on avait coordonné ces cahiers d'enseignement sur les prothèses partielles du genou pour la Sofcote. Je vous encourage à lire ce document qui est assez exhaustif, aussi bien sur les prothèses unies que sur les prothèses fémoro-patellaires. Et puis on a publié un certain nombre d'articles sur ce sujet, comme vous le voyez. Les techniques, je les ai exposées dans ce livre qui a été traduit dans beaucoup de langues, et récemment aussi en chinois. Et vous trouverez tous les détails du principe de positionnement. C'est un livre essentiellement technique sur les prothèses unicompartimentales. Voilà, c'était les quelques mots que je voulais vous dire sur les prothèses unies. Je sais que c'est un survol un peu rapide, mais j'espère que vous aurez saisi le message essentiel qui fait que la prothèse unicompartimentale externe, même si son indication est rare, et en particulier dans les pays du Maghreb ou dans les pays du Golfe, c'est une intervention qui marche vraiment très bien. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Néré. On a vu les catalogues d'indications, de contre-indications absolues et relatives. Juste deux questions. Est-ce que vous faites une IRM avant de préciser l'indication? Pour l'état du ligament croisé, pour l'état des fémoro-patellaires, est-ce que juste un examen clinique ou est-ce qu'il faut faire une IRM? Alors, cette question, elle est excellente parce qu'effectivement, on peut avoir un certain nombre de patients qui présentent des anomalies du ligament croisé antérieur, comme une infiltration massive du LCA par un kyste mucoïde, ou bien on peut avoir certaines laxités qui sont plus difficiles à évaluer dans le genou arthrosique. Néanmoins, non, je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire une prothèse, de faire une IRM avant une prothèse unie. Pourquoi? Parce que les résultats, ils sont relativement très bons dans le temps. Et donc, je pense que... Et puis, il n'y a pas tellement de détérioration des autres compartiments. Donc, c'est uniquement sur l'examen clinique. Et radio. Les radios, pour voir l'Achman, pour voir... les radios sont très importantes parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de... Oui, je me fie sur le plan clinique pour le ligament croisé antérieur, et puis il n'y a pas de déséquilibre sur les radiographies dans le plan sagittal non plus. Donc je suis assez rassuré. Pour les déviations axiales, pour le gynévarant, jusqu'à quel degré tu dis non? Voilà, alors ce qu'on a pu vraiment... affirmer, c'est que quand il y a une déformation osseuse constitutionnelle, on ne peut pas la corriger. Donc à la fin, il va rester une déformation du membre inférieur. Ensuite, cette déformation, dans quelle mesure elle est acceptable? Elle est acceptable pas simplement par la valeur de la déformation, parce que les deux composantes qui interviennent, la résultante, elle va dépendre non seulement de l'axe résiduel, mais du poids du patient. Donc plus le patient est léger, plus on va pouvoir tolérer une petite déformation résiduelle, d'accord? Et la deuxième chose, ça va dépendre de l'activité du patient. Si le patient a 80 ans, il sera moins actif, il sollicitera moins son uni, et on pourra accepter davantage un varus résiduel. Mais globalement, moi, j'aime pas avoir un varus résiduel supérieur à 5 degrés, voilà. Ou s'il est supérieur à 5 degrés, je lui demande de limiter ses activités ou de ne pas être trop lourd, voilà. Donc plus le patient est lourd, plus il va être actif, moins il faut qu'il y ait de déformation extra-articulaire. Oui, madame. Pour revenir à vos indications sur la prothèse unicompartimentale et les arthroses quand elles sont étendues au tricompartimental, il ne faut pas opter pour une prothèse unicompartimentale. Or, dans la littérature, notamment dans une conférence à laquelle on a assisté il y a quelques mois, l'équipe lyonnaise, ils ont un petit peu étendu leur indication au tricompartimental, à condition qu'il y ait ce fameux finger sign, c'est-à-dire la douleur, elle est en interne. Donc ils ont eu d'assez bons résultats. Et au fait, on pense, selon vos expériences et ce qu'on est en train de lire dans la littérature, il n'y a pas d'indication type pour ce genre de prothèse, au fait. C'est-à-dire, soit on opte pour les prothèses totales, ou bien pour les ostéotomies Je vais vous répondre. Bon, c'est une équipe qu'on a reçue récemment. Ils ont fait une belle étude quand même sur les prothèses totales et prothèses unicompartimentales. J'ai oublié les noms, excusez-moi. Ah, c'est vous, monsieur? Pardon. C'est vous, monsieur. Eh ben, non, je ne représente pas toute l'école, mais je veux dire... Oui, je sais, monsieur, je sais. Je vois à peu près les idées qu'on essaye de promouvoir. Avec vos confrères, justement, vous aviez
exposé une belle, justement, il y a une belle étude sur ça. Les prothèses unicompartimentales sur tricompartimentales, mais la symptomatologie, elle était uniquement en interne. Non, je ne pense pas à ça, moi. Je pense que quand on a une arthrose fémoro-tibiale interne, par exemple, il est assez fréquent qu'on ait des modifications du compartiment externe, quelques ostéophytes et des choses de cette nature. Ce n'est pas une arthrose globale, ce n'est pas une arthrose tricompartimentale, c'est une arthrose fémoro-tibiale interne. Mais de façon générale, moi j'aime que le compartiment opposé soit sain et j'aime que l'arthrose soit localisée à un compartiment. Voilà. D'accord, merci. Juste dirigez-vous. Pardon? Donc, d'abord, je vous remercie d'avoir noué avec la Tunisie et avec la Sotcote. Votre conférence est très intéressante. J'ai vu que les indications sont restées les mêmes. L'âge a été maintenu à 65 et plus. Mais dans la littérature anglo-saxonne, on a l'impression que l'âge est en train de diminuer. Donc, il ose opérer des patients de plus en plus jeunes. Et peut-être parce que après décèlement, ils ont un maximum de recul. Il y a des prothèses actuellement avec des cales, des prothèses de reprise, tout ça, c'est plus simple. Il y a parfois des reprises avec des prothèses classiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des indications pour des sujets plus jeunes. Je pense que l'âge n'est pas le seul critère. Il faut prendre en compte les autres éléments, c'est-à-dire si la déformation elle est essentiellement articulaire, par exemple dans les séquelles de ménisectomie, alors que le membre inférieur est droit, on a plutôt intérêt à remplacer l'usure articulaire par une prothèse unique, par une ostéotomie. Néanmoins, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. L'attente du patient en termes sportifs, la récupération, le retour au travail. Donc, ce n'est pas du tout aussi univoque que ça, et l'âge de 65 ans, pour moi, n'est pas une barrière. Simplement, je dis qu'il faut faire attention quand on fait une prothèse unicompartimentale à un sujet jeune, et encore plus si c'est une unie interne. Je n'ai pas tellement de problème si c'est une unie externe, mais si le sujet a 55 ans, bien sûr, on peut proposer une prothèse unicompartimentale, mais il ne faut pas penser que c'est anodin, que ça va aller très bien, que ça va forcément tout résoudre. Je dis simplement, il faut bien peser l'indication, mais il y a indiscutablement une place pour les sujets jeunes. Ensuite, les anglo-saxons, ils n'aiment pas faire les ostéotomies. Donc, c'est assez difficile de les convaincre d'aller dans ce sens. Les Suisses aiment bien faire des ostéotomies, les Japonais aiment bien faire des ostéotomies, les Français aiment bien faire des ostéotomies. Ici, en Tunisie, je pense qu'on aime bien faire des ostéotomies, et les Anglais ou les Anglo-Saxons, ils n'aiment pas faire des ostéotomies. Mais voilà. Une dernière question pour la salle. Donc, je vous remercie pour cette belle présentation. Ma question concernant en fait le recul de prothèse, est-ce qu'il y a une différence en fait entre le prothèse ou l'implant tibial est purement full polyéthylène, et en fait pour les autres où l'implant est métallique? Est-ce qu'on vient de reprendre une prothèse avec une grande usure pour un plateau en full polyéthylène? Est-ce qu'il y a une différence sur le résultat et sur la chirurgie de reprise ultérieurement? Au départ, on avait fait un travail avec, il y avait Jean-Loup Cartier, Gérard Deschamps, la Sofcote, avait fait un travail sur les différents dessins des implants. Et moi, j'avais pu à l'époque rapporter beaucoup de complications avec les prothèses qui avaient un metal back. Il y avait beaucoup de complications parce que si le patient rompt son ligament croisé antérieur, ou s'il avait un ligament croisé antérieur rompu à la partie postérieure du fait du metal back, assez rapidement, le condyle métallique rentre en conflit avec le metal back. Donc on avait des métalloses importantes. En plus, à cette époque, l'épaisseur du polyéthylène n'était pas toujours suffisante pour protéger le contact métal-métal. Donc il n'y avait que 6 mm ou 4 mm, etc. Donc c'était pas des prothèses avec une épaisseur suffisante de polyéthylène. Donc moi, à ce moment-là, j'ai choisi le tout polyéthylène. Maintenant, avec les prothèses modernes, c'est probablement plus possible d'utiliser une plateforme métallique, mais il faut faire très attention aux épaisseurs, il
faut faire attention aux épaisseurs aussi sur la périphérie, de manière à ce qu'il y ait toujours une quantité suffisante de polyéthylène, de manière à ce que même s'il y a un peu d'usure, on évite ces problèmes de métallose. Mais c'est possible d'utiliser un implant qui soit avec un metal back. Il faut assurer une bonne fixation tout de même. Et puis peut-être que le module d'élasticité dans le transfert des forces entre le métal et l'os est moins bon qu'entre le polyéthylène et l'os. En tout cas, c'est ma théorie. Et c'est difficile, il faut utiliser des éléments finis pour arriver à le démontrer. Mais il y a un module d'élasticité du polyéthylène qui est plus proche de l'os. Voilà. Pour ça, je préfère le full poly. Merci, professeur Néré.